Bonjour, mon nom est Carl Grimard, professeur de philosophie au Cégep Garneau. Je m'adresse aujourd'hui à tous les étudiants du cours d'éthique et politique du baccalauréat international. Comme vous le savez, moi, Raphaël Arthaud-McNeil et Émile Grigorov, nous avons décidé de travailler de pair de manière à vous offrir la meilleure expérience possible du cours d'éthique et politique. Alors, je vous propose aujourd'hui une première capsule d'introduction à la philosophie politique ou au cours d'éthique et politique. Et ma manière de procéder sera de réfléchir avec vous et de vous présenter les trois concepts clés, hein, qui nous permettent d'articuler certains problèmes du cours d'éthique et politique. D'une part, le concept de morale. Deuxièmement, le concept d'éthique et troisièmement, le concept de politique. Euh, J'aimerais tout de suite préciser un élément important. Euh, ces concepts sont de nature polysémique et peuvent s'entendre de différentes façons. Souvent, ils peuvent même être interchangeables. Si, par exemple, on parle de la morale de Kant ou de l'éthique de Kant, les deux mots peuvent avoir la même signification, mais comme vous allez le voir dans la présentation que je vais vous faire, je vais leur donner une signification précise et qui va permettre d'articuler certains problèmes. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que chacun de vos professeurs vont utiliser souvent certains concepts et qu'il faut essayer de rechercher toujours la signification précise qui est utilisée par les mots et que quelquefois, hein, les mots peuvent avoir différentes significations. Donc, ce que je vous présente, c'est une manière de voir le rapport entre le phénomène de la morale et le phénomène politique, mais qu'il y a bien entendu d'autres manières et d'autres manières de définir ce qu'on entend par ces concepts. Je vais d'abord faire une petite définition de la morale pour bien comprendre ce rapport entre phénomène politique et, bien sûr, la morale. La morale, c'est, disons, simplement l'ensemble des normes sociales explicites ou implicites d'une population donnée à une époque donnée qui règle sa conduite. C'est une définition que j'ai moi-même concoctée en employant des dictionnaires usuels, certaines définitions qu'on retrouve dans les livres de philosophie. Mais je pense que ce qui est essentiel à comprendre ici, c'est bien sûr l'ensemble des normes sociales, hein, qui permet de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui est défendu par une société. Comme on peut le voir, c'est cette morale qui a lieu à un endroit, à un moment donné, peut évoluer, peut changer. Et c'est pourquoi, pour plusieurs, la morale nous apparaît quelque chose d'extrêmement subjectif. Mais il faut prendre garde à ne pas trop accorder à la morale une valeur subjective parce qu'en même temps, plusieurs s'entendent habituellement sur ce qui est bien, ce qui est mal, et même on s'entend à un point tel qu'on peut le figer ou l'inscrire dans des lois, dans des règles, et tout le monde, hein, va bien comprendre de quoi il s'agit à un point tel qu'on va percevoir, par exemple, que le fait de tuer quelqu'un ou d'agresser quelqu'un est quelque chose d'objectivement mal pour toute une population donnée et même pour une multitude de civilisations. Hein, les comportements agressifs habituellement sont proscrits entre citoyens. On verra bien entendu que malgré tout, cette morale-là, malgré qu'objective, elle peut évoluer. La deuxième chose que j'aimerais soulever avec vous, c'est que, bien entendu, la morale elle est apprise, elle est acquise depuis notre petite enfance. J'ai marqué l'éducation comme formation d'une seconde nature. Autrement dit,
ce qu'on nous inculque depuis notre tendre enfance finit par se cristalliser dans notre manière de concevoir la réalité. Et ici, je pense bien entendu à l'allégorie de la caverne de Platon, où on parle d'une allégorie de l'éducation, où on est enchaîné au fond de la caverne et bien entendu, on nous montre ce qui est bien, ce qui est mal, permis, défendu, ce qui est acceptable ou non, ce qui est valorisé ou non. Et bien entendu, ceci n'est pas remis en question par les citoyens dans la mesure où c'est quelque chose qui est donné dès le départ. À partir du moment où on a acquis ces notions de bien et de mal, de permis et de défendu, ceci devient la normalité pour nous et devient comme une seconde nature, hein, au même titre, par exemple, que j'ai des gènes qui sont présents et que je ne peux pas vraiment changer. Autre chose, peut-être une petite distinction qu'on peut faire entre les valeurs que nous pouvons avoir dans une société et les normes. Les valeurs, c'est bien sûr ce qu'un individu ou une société ou un groupe d'individus juge estimable ou même le plus estimable. Une valeur, habituellement, si on veut qu'elle ait véritablement une valeur, elle suppose une hiérarchie, ce qui suppose, bien entendu, par exemple, je pense à l'égalité, je pense à la liberté, qui sont des valeurs fondamentales dans notre société, que ces valeurs soient hiérarchisées et bien entendu, on peut avoir des, des dissensions ou des désaccords sur la valeur que devrait avoir une valeur. J'y reviendrai à ce problème dans un instant, mais disons que dans une société donnée, à une époque donnée, les valeurs ont habituellement un certain degré d'importance et elles finissent par se cristalliser, par se métamorphoser au fil des âges en différentes normes. Et en retour, les normes sociales qui sont présentes, notamment sous forme de lois écrites prescrites, comme le code criminel ou le code civil, finissent par imposer un comportement. Autrement dit, les citoyens finissent par adopter un certain comportement parce que certaines normes sont présentes. Et bien sûr, ils vont accorder de la valeur à quelque chose parce qu'il y a certaines normes et les enfreindre va amener certaines conséquences. Pour être plus clair, on pourrait dire que les valeurs finissent par se cristalliser en normes. Donc, de valeurs découlent certaines normes et en retour, les normes vont faire en sorte que certaines personnes vont adopter des comportements et certaines valeurs dans une société donnée. Hein, c'est tout le processus de l'éducation qui va permettre hein, l'acquisition de valeurs en fonction de normes présentes. Bien entendu, ceci évolue au cours de l'histoire. Très rapidement, j'aimerais vous présenter une définition qu'on retrouve dans un dictionnaire et qui a été fait par un éminent philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Un article, en fait, à l'onglet morale. On dit que la morale est d'une part la région des normes, autrement dit le lieu des principes du permis et du défendu. J'attire votre attention sur le fait hein, que ici, c'est quelque chose qui est donné d'avance. Donc, il y a des normes qui sont présentes, qui identifient très objectivement ce qui est permis et ce qui est défendu pour une société donnée. Mais de l'autre, vous avez le sentiment d'obligation en tant que face subjective du rapport d'un sujet à des normes. C'est une phrase un peu alambiquée, un peu compliquée, mais si on veut bien comprendre ce qui est dit ici, hein, j'ai souligné le sentiment d'obligation. Hein, c'est une connotation subjective, c'est que je me sens engagé par quelque chose, je me sens obligé hein, par quelque chose, notamment parce que j'y accorde de la valeur.
Je juge que ces normes-là ont de la valeur parce qu'elles correspondent à un ensemble de valeurs que j'épouse en fonction de mon éducation. Donc, bien entendu, on peut dire que la morale a une facette subjective comme un sentiment d'obligation. Et d'un autre côté, il y a une valeur qui n'est pas, c'est pas purement subjectif, c'est quand même très objectif parce que ça peut se cristalliser sous forme de loi notamment. Et un juge, par exemple, pourrait punir quelqu'un d'avoir fait quelque chose, pas parce qu'il juge que son sentiment est comme ça, mais tout simplement parce que c'est écrit objectivement dans la loi. J'ai mis la face ici, la statue de Janus, qui est un dieu romain à deux visages, pour bien vous faire penser que la morale, ce n'est pas quelque chose de purement subjectif comme on dit, comme on le dit souvent. La morale, c'est subjectif, le bien et le mal, c'est subjectif. Non. C'est pas seulement quelque chose qui est lié à un sentiment d'obligation qui change d'un individu à l'autre, mais ça peut très bien être lié à un ensemble de normes très objectives. Et bien entendu, ceci peut évoluer, ces normes-là, bien entendu, en raison du sentiment d'obligation qui peut changer au cours de l'histoire et des changements qui ont cours dans l'histoire. Ceci complète ma première représentation du premier concept clé de la morale. Quand je dis, donc ça c'est la source, Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, dirigé par Monique Canto-Sperber à l'article éthique rédigé par Paul Ricoeur. Donc, quand je parle de la morale, pensez surtout à l'allégorie de la caverne. Ça serait finalement ce qui nous est donné dans la caverne. Donc, on est prisonnier et il y a quelque chose qui nous est donné d'avance, qui est le fruit d'apparences qui sont présentes depuis notre enfance. Et on finit par percevoir ceci comme étant la vérité. Ceci forge nos opinions et notre manière de voir le monde. Maintenant, on peut passer à ce qu'on entend par maintenant l'éthique. Le cours de philosophie n'est pas un cours de morale où on va vous dire, par exemple, qu'il y a un ensemble de normes à respecter ou que vous devez avoir un sentiment d'obligation avec telle ou telle norme. Au contraire, c'est un cours de réflexion, notamment sur ce qui est bien, ce qui est mal, notamment sur notre manière de nous organiser ensemble. Ce serait plutôt le volet politique. Alors, l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la science de la morale. J'ai pris ici le Robert pour ne pas faire ça compliqué. Science de la morale dans la mesure où on essaie de réfléchir le plus objectivement possible, d'une manière rationnelle, à ce qui est bien et ce qui est mal véritablement. Donc, l'éthique, c'est bien entendu un discours critique sur la morale. Penser à l'allégorie de la caverne, c'est sortir de la caverne et essayer de voir le monde d'une manière critique, de manière à ce qu'on sache avec rigueur ce qui est véritablement bien, véritablement mal, véritablement juste, véritablement injuste. On peut dire aussi que c'est une réflexion sur ce qui est vraiment moral. Donc, ce n'est pas seulement avoir un discours critique sur la morale, mais c'est aussi, à un moment donné, parvenir à une conception fondamentale qui nous dirait ce qui est perçu comme étant véritablement moral. On le verra à la prochaine session. C'est ce qui va nous amener, par exemple, à une conception utilitariste de la morale ou à une conception déontologique de la morale. Donc, on parlerait d'une éthique utilitariste, une éthique des bonnes conséquences, de la morale du plus grand bonheur, du plus grand nombre. Ça, c'est utilitariste. Mais aussi une autre manière qui s'oppose à l'éthique utilitariste, qui serait une éthique du devoir, où on aurait des devoirs à accomplir. Et bien entendu, ces devoirs-là seraient universels, indépendamment des conséquences. Je ne m'attarde pas là-dessus, ce sera l'objet du prochain cours. Dernière chose, très rapidement, on peut dire que l'éthique, comme l'idée de l'allégorie de la caverne, ben, l'éthique, c'est une métamorale. Ce n'est pas seulement à être figé dans la caverne et d'être figé dans une morale, c'est de prendre de la distance à l'extérieur de la caverne, vers l'extérieur, jusqu'à l'extérieur de la caverne,
Donc, hein, si le monde de l'intérieur, ce serait le monde physique, on irait vers l'extérieur de la caverne qui serait le monde métaphysique des idées, par exemple l'idée de la justice, du bien. Puis une fois qu'on aurait une conception sur ce qui est juste, ce qui est injuste, sur ce qui est bien véritablement, alors on pourrait bien sûr revenir et avoir une meilleure conception de ce qui est bien et ce qui est mal à l'intérieur de la caverne. Donc, je parlerai ici d'une métamorale, ce qui serait au-dessus de la morale pour le critiquer puis trouver ce qui est véritablement bien ou mal. Donc, je m'arrête ici pour l'éthique. Je ne vais pas plus loin pour cet aspect. Peut-être retenir que l'éthique est le volet philosophique par rapport à la morale. Donc, bien sûr, l'éthique réfléchit sur ce qui est bien, ce qui est mal. La morale vise aussi à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce qu'on retrouve de différent ici avec l'éthique, c'est le rapport réflexif. On interroge la morale. Donc, c'est proprement philosophique. Je reviendrai maintenant sur un élément que vous retrouvez dans la petite présentation de Émile Grigorov que je juge tout à fait pertinente et qui va me permettre de faire le pont avec le troisième concept qui nous occupe, qui est celui de philosophie politique. Émile nous présente deux approches de la réalité politique, l'une qu'il dit comme étant descriptive et l'une comme étant normative. Bien entendu, hein, cette manière de voir est tout à fait pertinente, mais je pense qu'il faut voir aussi, et je pense qu'Émile sera tout à fait d'accord avec ce que je dis, que bien sûr, la description qu'on peut faire de la réalité peut nous permettre de mieux comprendre la réalité politique et après ça, de faire un jugement normatif approprié sur la philosophie politique. Pensez par exemple à votre cours de théorie de la connaissance. On sait très bien qu'au départ, philosophie et science vont de pair. Philosophie, la sophia, c'est à la fois la science et la sagesse. Donc, il ne faut pas les séparer complètement. Mais je suis tout à fait d'accord avec Émile pour dire qu'on pourrait distinguer deux approches ici. Une qui serait descriptive et qui vise à décrire ce qu'on voit dans le monde avec des concepts appropriés, alors que du côté de la philosophie politique, hein, qui, dans un autre diagramme que présente Émile, est lié à l'action. Hein, on pense à la pensée, l'action et la création. Donc, l'action politique suppose des normes et on peut essayer de réfléchir à savoir quelles seraient les normes appropriées pour une cité, par exemple, pour une société donnée qui serait tout à fait appropriée. Et là, on a des questions cardinales, par exemple, comme qu'est-ce qu'une véritable justice? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce qu'une société juste? Pas seulement décrire ce qu'est une société, mais essayer de parvenir à une sorte d'idéal de justice. Et après ça, de voir s'il y a différents types de justice, pourquoi. Puis là, bien sûr, ça nous amène à réfléchir sur différents types de sociétés. Ceci dit, je vous présente maintenant le phénomène politique. Pour vous présenter le phénomène politique et la raison pour laquelle je vous présentais le petit diagramme d'Émile sur les deux approches du phénomène politique, c'est que je vais employer deux définitions qui sont dans un lexique de sciences politiques. Je vais employer ça pour vous montrer que ça permet d'articuler certains enjeux cardinaux que nous allons voir tout au long de la session. Commençons par un petit rappel de l'étymologie. Vous savez que le mot politique, politikos, vient du mot polis. Tous les mots en ika, c'est relatif à. Donc, politikos relatif à la police. Et la police, c'est la cité grecque, qui est une organisation de citoyens sur un territoire en vue de vivre ensemble. On pense par exemple à des cités célèbres comme celle de Sparte, comme celle d'Athènes, qui se sont opposées dans la fameuse guerre du Péloponnèse, avec bien sûr des
cités alliées à Athènes et des cités alliées à Sparte. Donc, ce phénomène politique-là, hein, souvent on reprend une sorte d'idéal qu'on retrouvait déjà dans la Grèce antique, hein, qui est certainement le berceau de la philosophie et qui nous a permis de mieux comprendre le phénomène politique même. On pourrait dire en un sens que la cité grecque est une sorte d'archétype, hein, une sorte d'idéal, ou en tout cas une forme d'idéal euh, réalisé du politique. Ceci dit, voyons maintenant une distinction qui se trouve en sciences politiques entre le politique et la politique. Je dirais ici que les deux forment le phénomène politique et ce que j'aimerais faire avec vous tout de suite, dès le départ, c'est de bien comprendre que le cours de philosophie politique, de prime abord, il ne s'intéresse pas tout de suite à ce qu'on entend banalement par la politique, par la joute politique que vous pouvez voir, par exemple, au Parlement, que vous pouvez voir, par exemple, dans des conflits idéologiques ou par des luttes politiques que mènent, par exemple, les citoyens qui sont anti-masques, qui veulent préserver, par exemple, leurs droits et libertés, ou au contraire, ceux qui vont être pour le port du masque et qui vont lutter pour la plus grande protection des citoyens. La politique, c'est quelque chose, mais j'aimerais au départ qu'on ait une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus précise et en même temps beaucoup plus générale euh, du phénomène politique, une manière je dirais peut-être plus propre de ce qu'on entend par l'idée que l'homme est un animal politique. C'est une définition qu'on retrouve chez Aristote. L'homme est un animal politique. Et quand il dit ça, Aristote, ben, l'homme est un animal politique. Il n'est pas en train de dire que tous les citoyens sont en train de débattre, par exemple, en assemblée pour lutter pour quelque chose. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire hein, que l'homme, au départ, s'organise hein, avec les autres. Il vit avec d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on ait à l'esprit. Encore une fois, j'ai repris la fameuse tête de Janus pour vous montrer hein, que les concepts sont souvent polysémiques. Pour bien les comprendre, des fois, il faut euh, voir des facettes complémentaires, essayer de faire des distinctions pour mieux comprendre ce que ça peut être. Donc, qu'est-ce que le phénomène politique? C'est d'abord le politique. Et pour bien comprendre le politique, vous voyez en arrière-plan la cité d'Athènes, une sorte de maquette de représentation hein, de l'ancienne Athènes. Et dans le livre Lexique de sciences politiques de Boudreau et Perron, on dit que le politique est le phénomène propre aux êtres humains qui consiste principalement, mais non exclusivement, à vivre en cité, en État. On voit ici, bien sûr, hein, qu'on s'adosse tout de suite à l'étymologie hein, et qu'on se rapporte encore à cette sorte de cité hein, qui serait déjà hein, une sorte d'accomplissement politique premier, plutôt par exemple qu'une tribu ou une famille, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le politique, un phénomène propre aux êtres humains hein, qui consiste à s'organiser ensemble, à vivre en cité. Comment voir ça? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, il faut voir ça comme l'idée que l'homme s'organise avec l'autre. On va voir plus tard que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, que l'homme d'abord n'est pas capable de s'organiser avec l'autre, hein, qui est hostile en un sens à l'autre. Ça sera la perspective de Hobbes. Mais pour les Grecs, l'homme est un animal politique qui s'organise nécessairement avec d'autres personnes. Et quand on parle du politique, souvent on fait référence à ce que j'appellerais le vivre ensemble, hein, avec un trait d'union. Qu'est-ce que le politique? Ce n'est pas la politique où on commence à
entrer dans une joute pour savoir qui va pouvoir imposer sa manière de voir, quelle norme sociale va être en vigueur, par exemple le port du masque ou non. C'est plutôt le fait de s'organiser avec l'autre, de vivre avec l'autre. Donc, l'homme a ceci de tout à fait particulier qu'il n'existe finalement pleinement que lorsqu'il est avec d'autres personnes. Et lorsqu'il est avec d'autres personnes, nécessairement, il doit s'organiser. Lorsque Aristote dit que l'homme est un animal politique, et vous avez eu l'extrait dans le cours d'anthropologie philosophique, il va dire que l'homme est un animal de langage, et parce qu'il est un animal de langage, c'est un animal éminemment politique. Parce que le langage dont il parle, ce n'est pas seulement des signes qui permettent d'identifier un danger, mais c'est plutôt, comme un cri, par exemple, mais c'est plutôt un langage qui permet d'identifier, nous dit Aristote, ce qui est juste, ce qui est injuste, et des concepts de ce genre. Et là, bien sûr, on peut discuter les uns avec les autres pour savoir ce qui est juste et injuste pour s'organiser de la meilleure manière possible. Et ça donne naissance, bien sûr, à la cité et, par exemple, à des lois qui vont être communes les uns avec les autres. Donc, vous voyez, toute l'idée ici qui n'est pas tant la lutte politique, qui est plutôt, non pas la lutte, mais plutôt l'ordre politique. Quand on passe au phénomène politique, prenons l'idée de Janus. La première facette, la première face, c'est la face d'organisation. Et c'est un mouvement vers l'ordre social. L'homme s'organise avec les autres. Même on pourrait dire que lorsqu'il y a des conflits, il trouve toujours un moyen d'être assez ordonné pour les résoudre. Donc, il y aura, par exemple, une cour de justice qui fait partie de l'organisation. Ce sera une forme d'institution qui gère les conflits de manière à ce que ça ne soit pas complètement désorganisé. Vous voyez un peu l'idée du politique. Donc, voilà pour cette première manière de voir le politique. Et là, on voit clairement que c'est une manière beaucoup plus, je disais précise tout à l'heure, mais peut-être plus générale de voir le politique, un phénomène propre aux êtres humains qui consiste principalement à vivre en cité, à s'organiser ensemble, à vivre ensemble, à vivre dans un ordre social, etc. Maintenant, la politique. Alors là, j'ai changé, bien sûr, d'image. Vous avez ici l'arène politique. Une arène politique qui serait une métaphore, finalement, de l'activité politique elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la politique? Encore une fois, Boudreau et Perron. La politique fait référence à l'action politique. Faire de la politique signifie participer activement à des discussions, à des débats, à des conflits qui sont d'intérêt public. C'est un peu redondant, pour ne pas dire pratiquement une pétition de principe. La politique fait référence à l'action politique. Là, on se répète un peu. Mais je pense qu'il est intéressant dans une définition comme celle-ci, c'est vraiment l'idée de l'action, de l'activité, mais aussi une activité qui suppose qu'il y a des intérêts publics. Donc, la politique, c'est pas seulement, par exemple, quand je suis chez moi à la maison, puis j'ai une chicane entre un, entre un frère et une sœur, mais c'est plutôt c'est plutôt lorsque l'ensemble de la société est impliqué. Et bien sûr, le mot-clé, je vais le souligner ici, c'est celui de conflit. La métaphore, c'est celui de l'arène politique où se manifestent des rapports de force. Et bien sûr, ici, pour l'opposer à ce que nous disions précédemment, alors que le politique est un mouvement vers l'ordre social, et là, on a l'autre côté de Janus, il y a tout le temps un mouvement vers le désordre ou le conflit. Ça compléterait ma présentation sur le phénomène politique qui finalement recoupe à la fois le politique, le fait que l'homme s'organise,
mais en même temps que dans le fait de s'organiser, il y a bien sûr des dissensions et que dans la dissension naît la politique qui permet bien sûr d'organiser éventuellement d'une autre manière le politique, la cité, d'organiser le pouvoir, les institutions. OK? Donc, vous voyez après ça, bien entendu, vous savez que ces concepts-là sont polysémiques et pourraient être utilisés d'une autre façon. Puis, si on veut, on pourrait laisser tomber cette distinction entre la politique puis le politique, mais essayer de bien comprendre en tout cas que la politique, c'est pas seulement la politique au sens de la lutte. Hein, quand Aristote dit l'homme est un animal politique, il ne fait pas juste penser à la lutte politique, à l'activité politique. Il pense aussi à autre chose. J'aimerais aussi porter votre attention encore une fois sur ce que disait Émile dans son petit document. Lorsqu'il dit, par exemple, je vais vous le présenter à nouveau, lorsqu'il dit, je l'ai souligné ici dans son document, ici, il va dire, cette recherche du bien politique détermine le caractère à la fois normatif et critique de la philosophie politique. On pense, on critique et on évalue la réalité politique en se référant, à une norme, ou plutôt à un système de normes, d'attitudes civiques, d'exercice du pouvoir politique, de fonctionnement des institutions politiques, etc. Donc, vous voyez quand même qu'on parle ici d'un système de normes qui recoupe certainement la morale qui est présente. Donc, on pourrait dire que l'homme s'organise ensemble, puis il y a tout le temps une sorte d'idéal qui est présent, avec des valeurs qui sont présentes aussi, puis un ensemble de normes, puis des institutions. Puis tout ça fait partie de la communauté politique. Puis bien sûr, on essaie comme de s'acheminer vers une sorte de, comme il le dit ici à la toute fin, une certaine idée de la communauté politique parfaite. Et ça, quand bien sûr Émile nous parle de ça, il y a clairement en vue ici la perspective de Platon. Platon, c'est le fameux livre de la République. La République, c'est une république de mots, dit-il un peu plus loin, où on essaie finalement de réfléchir à ce que serait la justice parfaite, puis de voir quel serait le système parfait. Puis pour Platon, bien sûr, ce serait celle où règne le philosophe roi, parce que le savoir sur le bien, puis le savoir sur la justice, serait acquis et permettrait finalement de redescendre au sein de la caverne pour pouvoir éclairer l'ensemble de la société et de pouvoir former des normes en fonction du bon modèle qu'on retrouverait à l'extérieur de la caverne, dans le domaine des idées ou dans le lieu des idées. Le problème, bien sûr, c'est que même si Platon nous exhorte à aller vers une sorte de cité parfaite, c'est qu'en même temps, il le dit plus loin, Émile, je vais plus loin, je l'ai souligné ici, dans la mesure où la réalité politique se définit par la pluralité des expériences, des visions du monde et par conséquent des opinions, elle est, de par sa nature même, imparfaite. Donc, l'allégorie de la caverne nous dit ça aussi. À l'intérieur, on est pris dans le règne des apparences, des opinions, ce qui semble vrai, mais qui ne l'est pas nécessairement, ce qui s'oppose souvent de laisser tomber ses propres opinions ou de prendre une certaine distance. Mais parce que les gens ne s'entendent pas sur ce qui est bien et ce qui est mal, nécessairement, on est aux prises avec des problèmes politiques. Et la politique existe bel et bien parce que nous ne sommes pas dans une cité parfaite. Je pense que ça, c'est clairement indiqué dans le document aussi de Émile. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir dans cette fameuse distinction entre le politique et la politique. Si l'homme vise à s'organiser ensemble, bien entendu, tous ne s'entendent pas et la cité parfaite n'existe pas réellement. Et bien entendu, la politique, c'est comme une sorte de terreau, comme de lieu, si vous voulez, où on essaie de rivaliser les uns les autres avec notre conception du bien et du mal. Notre conception de ce qui devrait être permis, ce qui devrait être défendu. Et là, bien sûr, on retrouve toute la problématique que je posais au départ avec la morale, un ensemble de normes qui est donné, puis vous avez un pouvoir
politique, par exemple, qui suppose qu'il y a des valeurs qui sont présentes dans une société, mais il y a des personnes, des fois, qui jugent que ces valeurs-là ne sont pas appropriées. Il y a des personnes qui aimeraient mettre plus de l'avant la liberté individuelle, d'autres qui aimeraient ça plus mettre de l'avant l'égalité des conditions. Vous allez avoir une perspective, par exemple, plus socialiste de gauche qui va mettre de l'avant plutôt l'égalité des conditions, alors que certaines personnes du spectre politique à droite vont plutôt privilégier la liberté individuelle, etc. Puis là, on pourrait discuter de ça abondamment. On aura l'occasion de le faire dans l'ensemble de nos